On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Mon Hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Berger pas mouton, tel est le slogan, la marque de l'hôte qu'on reçoit aujourd'hui. L'hôte du jour, vous l'aurez reconnu, c'est Barberiche. Salut Barberiche. Comment tu vas, mais... Ça va et toi? Mais quelle introduction. Quelle introduction. Le berger en chef, comment tu vas? On est là. Bah, merci pour l'invitation. Bah, je t'en prie et merci d'avoir répondu présent. Ouais, c'est normal. C'est vrai que tu m'as couru un peu après. Enfin. Parce que moi, je suis un peu dans mon pâturage. Tu vois, je reste un peu trop, paraît-il, dans mon pâturage, mais on est là. Bah, c'est un honneur de te recevoir ici. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah, Barberiche. Je suis, on me connaît animateur, chroniqueur, producteur d'émissions dans le domaine du rap. À côté de ça, ça fait 25 ans que je travaille aussi dans tout ce qui est culturel, sportif et social. Ok. Donc voilà, 44 piges pour l'instant, bientôt 45. Donc on est là, quoi. Ok. D'abord, d'entrée de jeu, pourquoi Barberiche? Pourquoi ce pseudonyme? Barberiche parce que, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Barberiche parce qu'à l'époque je rappais. Ok. Comme beaucoup de jeunes à l'époque. J'avais en tête parce que tu vois, quand tu commences à rapper, tu dois trouver un nom. Tu vois, on essaye de trouver un nom original. Et moi, dans ma projection d'artiste de l'époque, je voulais m'habiller en Barberie. Parce qu'il y a une marque qui s'appelle Burberry aujourd'hui, mais qui s'appelait Barberie avant. Et du coup, l'idée, c'était de m'appeler Barberiche parce que je devais m'habiller en Barberie. Donc, d'où Barberiche. Ok. Mais bon, la marque était un peu trop chère, donc on a dû se retourner vers des marques un peu plus accessibles. Comme? Mais du coup, les marques vers lesquelles je me suis... H&M, parce que c'est vrai que à mon époque, quand je dis mon époque, c'est-à-dire qu'à l'époque où je rappais, on était dans les fin des années 90, début des années 2000. C'est là où il y a eu l'avènement d'H&M. Parce que nous, quand on était jeunes, quand on était ados, s'habiller correctement, c'était compliqué. C'était compliqué. Et il y a des marques comme H&M, comme Zara, comme Delaven, par exemple, qui ont permis à des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'oseille à s'habiller correctement, d'être propre sur eux. Donc voilà, donc c'est vrai que moi, quand j'étais à la fac, j'allais beaucoup à H&M. Je prenais je sais qu'ils avaient des bonnets. Donc moi, j'avais des bonnets assortis à tous mes sweats. Ah ouais. Assortis à toutes mes casquettes. Tu vois, mes sweats assortis aux casquettes et ainsi de suite. Donc c'est vrai, c'est une marque que j'ai beaucoup portée à l'époque. Très bien. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais dans le social depuis 25 ans. Qu'est-ce que tu as fait ou tu fais exactement, en fait? Comment ça a commencé? J'ai commencé par l'animation. En même temps, j'étais à la fac. Je faisais une fac de droit. Ok. À Paris 8, Saint-Denis. T'as allé jusqu'où en droit? Licence. Ah, t'as une licence de droit? Ouais, licence. Du coup, fallait de l'argent. J'étais boursier, mais il fallait encore un peu plus d'argent. Donc, j'ai eu une opportunité, c'est de travailler dans un premier temps dans les cantines. Donc, ça me permettait d'avoir de l'argent en plus de ma bourse. Donc, j'ai commencé par les cantines. Ensuite, on m'a proposé de travailler dans les centres aérés, centres de loisirs. Donc, toujours en parallèle de mes études. Ensuite, j'ai arrêté mes études. J'ai eu des petits soucis perso qui ont fait que je devais avoir de l'argent rapidement pour subvenir à mes besoins. Donc, du coup, j'ai arrêté l'école et je me suis mis pleinement dans tout ce qui est animation. Donc, animation. Après, j'ai aussi été entraîneur de foot. J'ai aussi fait de l'accompagnement à la scolarité. Quel club entraîneur de foot? Villepinte. Ok.
à Villepinte. Donc, j'ai aussi fait de l'accompagnement à la scolarité sur la ville de Tremblay. Mhm. Et ces 10 dernières années, j'ai travaillé dans un projet de réussite éducative. Ok. Juste pour revenir à propos de tes études, tu as dit que tu avais une licence de droit. Ouais. Est-ce que c'est un regret pour toi de ne pas avoir poursuivi? Ouais, et j'envisage même de reprendre mes études. Ok. Le Ouais, droit toujours? ouais, pas forcément le droit, parce que bon, 20 ans après, j'ai embrassé d'autres spécificités. Mhm. Donc peut-être plus dans la communication, dans le sanitaire et social, je vais voir. Mais je pense que C'est dans un coin de ta tête, quoi. ouais, reprendre mes études, ouais, franchement, c'est quelque chose que je vais faire. Ça te manque? Ouais, parce que j'ai une soif d'apprendre. Moi, j'aime bien. En fait, moi, ce que j'aimais à l'école, surtout à la fac, parce que c'est vraiment à la fac que j'ai vu ça, c'est écouter, boire les paroles de quelqu'un qui me dit des choses sensées. C'est à la fac. Vraiment, parce qu'il y a des profs qui étaient intéressants. Donc, je pouvais me mettre dans l'amphi et écouter. Parce que moi, j'aime bien écouter, moi. J'aime pas forcément lire, mais j'aime bien écouter. C'est pour ça que j'aime bien écouter les débats, les documentaires. J'aime bien, plus que lire. T'as une mémoire auditive? Je pense. Visuelle aussi? Visuel aussi, ouais. Ok. Donc, t'as été animateur, et là, actuellement, t'es toujours dans le social. Ouais. Je suis, là, je suis en transition parce que je vais quitter mon poste dans le projet de réussite éducative. Ok. On peut en parler un peu? Ouais, pas de souci, y a pas de souci. Bah, moi, j'ai travaillé, ça fait 25 ans que je suis sur la ville de Villepinte. Donc, du coup, je disais que j'ai commencé par l'animation. Ensuite, là, ces 10 dernières années, j'étais dans un projet de réussite éducative que une amie à moi, qui était coordinatrice du dispositif, et ma femme, du coup, on a monté avec une collègue qui est devenue une amie aujourd'hui, Marjane aussi, à qui je veux passer un gros big up. On lui passe un grand bonjour. Parce que c'était mon binôme. Sans elle, je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Vraiment. Parce qu'elle m'a appuyé énormément ces 10 dernières années. Donc, on a monté un projet de réussite éducative. C'est un PRE, projet de réussite éducative. Du coup, l'idée, c'est de mettre des parcours éducatifs en place pour des enfants qui ont du mal à suivre une scolarité classique. Donc, du coup, ils ont des problèmes qui peuvent être d'ordre sociaux, éducatifs, financiers, culturels. Il peut y avoir des carences culturelles et autres. Donc, nous, on met des parcours éducatifs adaptés à chaque enfant. Carence culturelle. Ouais. Intéressant. Ouais, parce que pour qu'un enfant puisse suivre une scolarité normale, il faut qu'il soit épanoui. Il faut qu'il soit épanoui. Généralement, on a toujours l'impression que l'enfant, il travaille mal parce qu'il apprend pas ses leçons, parce que non. Un enfant peut mal travailler parce que lorsqu'il rentre chez lui, c'est exigu. Ils sont 15 dans la famille et qu'à un moment donné, il n'a pas de temps, il n'a pas de lieu pour faire ses devoirs. Moi, je donne un exemple simple. Moi, quand j'étais petit, il y avait souvent des coupures de courant chez moi. Et malheureusement, quand je rentrais chez moi, je ne pouvais pas faire mes devoirs parce qu'il n'y avait pas d'électricité. J'étais à la bougie. Donc, c'était compliqué. Tu vois, mais ça, les profs, ils ne le savent pas, tu vois. Donc, nous a été amené de suivre des familles qui étaient dans une grande précarité, du coup, et c'est ce qui expliquait que l'enfant, il puisse pas suivre. Tu vois, moi, j'ai un exemple. Il y a un enfant, par exemple, nous, on nous sollicitait, on nous disait, l'enfant, il dort en classe. Et donc, nous, on avait un lien très proche, on avait un lien privilégié avec les familles, parce que on les écoutait tout simplement, et donc, elle se confiait à nous, et on s'est rendu compte que la maman travaillait de nuit, c'était une maman célibataire, famille monoparentale. La maman travaillait de nuit. Et donc, le petit, lui, il était seul à la maison. Et donc, comme il avait peur, il laissait la télé allumée toute la nuit et il regardait la télé toute la nuit. Parce qu'il avait peur. Il était tout seul. Et donc, forcément, il devait aller à l'école le lendemain. Et donc, le lendemain, quand il se retrouvait sur les bancs de l'école, il était fatigué, tout simplement. Bien sûr. Et donc, ça s'explique. La maman, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'elle est bien obligée de subvenir aux besoins de son enfant.
Donc elle est obligée d'aller travailler. Donc elle le laisse tout seul parce que il était quand même en âge de rester tout seul. Mais malheureusement, il n'avait pas ses heures de sommeil. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça que j'ai découvertes au fur et à mesure des années. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. Comment tu penses que les profs maintenant doivent être au courant de ces choses-là pour essayer je vais pas dire d'être un peu plus magnanime vis-à-vis de... Bah, aujourd'hui, moi, ce que je dis souvent, c'est que le métier d'instit ou de prof a changé. Avant, en tout cas, moi, de la lecture que j'en avais, l'instit et le prof, ils venaient juste pour instruire. Ils venaient, il apprenait à compter, à lire, l'histoire, la géographie et autres. Et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a une part un peu plus sociale. On peut même dire qu'aujourd'hui, les enseignants sont devenus des éducateurs. Il faut aller voir un peu plus loin aujourd'hui. Parce qu'il y a une grosse fracture sociale, du coup, présente. Et je pense que le métier d'enseignant a changé. Il faut aller voir un peu plus loin, il faut être un peu plus à l'écoute, il faut être un peu plus compréhensible. Parce que moi, par le biais du projet de réussite éducative, j'ai été amené à assister à des conseils de discipline, à des commissions éducatives. Donc du coup, on voit l'enfant, la famille dans sa globalité, dans son ensemble. Et parfois, même souvent, j'ai vu des professionnels qui faisaient abstraction de tout le contexte. Donc c'est pour ça, dernièrement, j'ai posté une vidéo où je disais que dans l'éducation nationale, aujourd'hui, il y avait beaucoup pas tous, hein, bien entendu, parce qu'il y a des professionnels qui sont excellents, mais qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas forcément à leur place. Parce qu'ils oubliaient, parce qu'ils ne tenaient pas compte de cette dimension sociale aujourd'hui dans l'enseignement. Ça ne reste que mon avis, ça ne reste que mon expertise, parce que j'en ai vu des profs, j'en ai vu des directeurs, tu vois, moi, et c'est important que je le dise, tu vois, moi, j'ai été à un conseil de discipline, c'est un exemple simple, tu sais, c'est une petite qui est là, pareil, famille monoparentale, qui vit avec sa mère, elle subit du harcèlement, parce qu'elle vient d'une autre ville, elle arrive sur ma ville, les petits la prennent en grippe, donc il y a des moqueries, il y a des coups, il y a des petits qui l'attendent à la sortie de l'établissement, il y a des petits qui l'attendent en bas de chez elle. Donc le moyen de défense de la petite, qu'est-ce que c'est ? C'est de montrer les crocs, c'est de serrer les poings. Et donc c'est vrai que cette petite, elle avait de gros problèmes de comportement, des problèmes de violence. Donc maintenant, nous on nous appelle, et tu vois le dispositif, nous on nous appelle pour prendre en charge la jeune, parce que forcément ça avait une incidence sur sa scolarité. Donc nous, la petite, on arrive à créer du lien avec la petite, chose que l'établissement n'arrivait pas à faire. Bon, après, il y a un contexte particulier, hein. Nous, on était quand même dans un contexte favorable, hein. Maintenant, les professeurs, ils sont aussi dans des situations compliquées. Ils ont des 30 élèves dans une classe, des 25 élèves dans une classe. C'est pas pareil que nous. Nous, on était en petit groupe. Mais on a créé ce lien. Donc la petite, moi, je discute avec elle, elle m'explique et tout. Elle me donne des preuves de ce qu'elle avance. Donc moi, on me sollicite à un énième conseil de discipline ou une énième commission éducative. Et maintenant, le corps enseignant, l'équipe éducative, en fait, fait abstraction du contexte. Donc eux, ils sont que dans, oui, elle a tapé. Et moi, je leur explique, je leur dis, voilà, maintenant, vous pouvez la sanctionner pour ses actes, mais on peut pas oublier le contexte. Il y a du harcèlement sur la petite. Donc, ça m'a valu les foudres du chef d'établissement, parce que le chef d'établissement, pour lui, il est omnipotent et on ne doit pas aller à l'encontre de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. Donc moi, je revenais pas sur les faits, parce qu'il y a eu de la violence, donc qu'il fallait punir ces actes de violence, mais qu'en tant qu'adulte, parce que la petite, elle a quoi ? Elle a 13 ans, 12, 13 ans. Il faut pas oublier le contexte. Il faut pas omettre de dire qu'il y a du harcèlement. Il y a des preuves. Et tu sais ce qu'il m'a dit, le chef d'établissement ? Monsieur Massengo, vous pouvez pas aller contre le système. Ouh là là. Et ça m'a choqué, tu vois. Ça m'a choqué. Et tu sais, moi, ce que je fais,
Après, je le garde pour moi, hein, tu vois. Souvent, quand je vais dans ce genre d'établissement ou de commission, j'enregistre avec mon téléphone. Bah ouais. Moi, j'enregistrais. Tu sais, en fait, moi, à chaque fois que je devais aller dans une réunion, que je devais aller dans un entretien, j'enregistre. Pourquoi ? Parce qu'en 20 ans de carrière, j'ai souvent été mis en porte-à-faux, mis à mal par des gens malveillants. Et du coup, j'ai même eu une sanction administrative à cause d'une personne malveillante comme ça. Ah ouais? Ouais, tu vois, et j'avais enregistré, donc c'était folklorique un peu ce qui s'est passé après, mais donc du coup maintenant j'ai cette méthode, c'est que j'enregistre. Et je peux te dire que quand je réécoute ce que m'a dit ce chef d'établissement, ça me choque. Tu vois, qu'un chef d'établissement dise, mais monsieur Massingo, vous pouvez pas aller contre le système. Bah ouais. Et moi je lui dis, comment ça on peut pas aller contre le système? Et je dis, là il y a des faits. Ce que je suis en train de vous avancer, c'est factuel. C'est-à-dire qu'on est là, on est dans une commission éducative, on n'est pas dans un conseil de discipline. C'est-à-dire que là, on est en train d'essayer de trouver des solutions ensemble. Parce qu'il y avait la maman en fait de la jeune fille à qui il parlait comme si c'était un élève. Parce que ça, faut en parler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs d'établissement qui infantilisent les parents. Alors que ce sont des parents. Certes, leurs enfants posent des actes, mais ce sont les parents. Donc à ces parents, on doit du respect. Après, bien entendu que là, je dresse un portrait noir, mais c'est pas tout le temps comme ça, mais ça existe. Donc, faut le dire. Très bien. Tu parlais de prof et la dimension sociale, le contexte. Est-ce que toi, tu te verrais être prof? Bah, tu sais, j'y ai pensé, parce qu'il y avait, je crois qu'il y a une espèce de réforme ou un principe qui dit que, tu vois, quand tu as 3 enfants, tu peux postuler, tu peux prétendre à. J'ai 3 enfants, je pense avoir de l'expérience. Ouais. Donc c'est dans un coin de ma tête, oui. Ok. Je vois. Et est-ce que tu peux nous parler de SoParks? SoPark. Ouais, SoPark, c'est une entité que j'ai montée avec mon épouse en 2011-2012 maintenant. C'est une entité qui a pour vocation de créer des espaces d'échange, d'expression, pour que les gens se rencontrent. Et à la suite de ces rencontres, il y a des expertises qu'on recueille de chacun, des participants, qui nous permettent de dresser des diagnostics et ensuite de mettre en place des actions en lien avec les attentes et les besoins du public rencontré. C'est ça l'idée principale. Après, maintenant, on est aussi sur de la formation de professionnels aussi. On essaye de transmettre notre expérience, notre savoir qu'on a pu acquérir durant ces 25 dernières années dans différents domaines. Et quels sont les axes de SoParks? Il y a 4 axes. Il y a l'insertion, la parentalité, la citoyenneté, et l'éducation. Je sais que la parentalité, c'est un thème qui te tient à cœur. Ouais. Parce que ça part de là. Tout part de là. En fait, insertion, éducation, parentalité, citoyenneté, tout s'entremêle. Mais le socle premier, c'est les parents. C'est les parents qui transmettent. Tes parents, t'essayes de transmettre ces valeurs citoyennes à tes enfants, d'éduquer correctement tes enfants, ce qui leur permettra après de s'insérer. En tout cas, d'évoluer correctement dans cette société. D'être considéré. Parce que évoluer, oui, mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye à notre échelle, c'est de transmettre aux gens cette envie d'être considéré. Parce que c'est pas la même chose. D'être apprécié à sa juste valeur. Très important. Pour moi, en tout cas, c'est très, très important et c'est même le plus important. Ouais, être valorisé, tout le monde veut être valorisé quelque part. C'est ça, on n'aime pas être négligé. C'est le propre de l'être humain.
Tu vois, je me répète. Bon, maintenant, je suis un peu yeuve, donc je radote, c'est un peu normal, mais le mot d'ordre, c'est l'amour. T'as pas d'amour, à un moment donné, il y a quelque chose qui va clocher. Ouais. C'est comme une plante. Tu vois, elle peut avoir du soleil, mais si elle n'a pas d'eau, Ouais, l'amour et même, j'irais même plus loin, la présence humaine, en fait. Dans le sens où, tu vois, t'as des gens, des parents, qui pensent que ils peuvent compenser une absence en offrant des cadeaux ou ce genre de choses, tu vois, je pense. Or que ça crée des carences. Et ces carences-là, généralement, tu peux pas les combler plus tard, tu vois. En tout cas, ouais, c'est un avis que j'ai. ouais. Après des carences, oui, mais surtout des mauvaises habitudes. Exact. Si maintenant, ton enfant, tu l'as habitué à toujours avoir un cadeau dès lorsqu'il fait quelque chose de bien, lorsqu'il sera adulte, pour lui, ce sera normal, ou même anormal de ne rien avoir lorsqu'il fera quelque chose de bien. Alors qu'en réalité, on doit faire des choses bonnes. Et naturellement, sans attendre en retour. Après, si on te donne quelque chose, bah oui, tu vas pas dire non. Vas-y, donne, tu vois. Mais non. L'idée, moi je dis souvent, moi, à mes enfants, le but c'est d'être une bonne personne. C'est pas facile. On a tous nos travers. Personne n'est parfait. Mais on doit tendre à devenir une bonne personne. On doit pas faire de mal aux autres. Moi, avec plein de défauts que j'ai, j'en ai plein. Lesquels? Je suis très rancunier. Ah ouais? Très. Oh là là. Très. Ça faut pas avoir de problème avec toi, alors. Non, c'est... Après, c'est particulier parce que je peux être rancunier, mais je suis pas fermé à la discussion. C'est-à-dire que je peux être rancunier, mais si maintenant on s'assoit autour d'une table et qu'on crève l'abcès et qu'on discute, après je peux repartir sur autre chose. On peut entamer un nouveau départ. Mais très rancunier. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est déjà un bon défaut. Impulsif. Ok. Impulsif. Ça, je tiens de ma mère, ça. Je le tiens de ma mère, ça. Être très impulsif. Très impulsif, ouais. C'est les deux qui me viennent. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà compliqué à gérer, on va dire, au quotidien. C'est déjà pas mal. Mais donc, et on parlait justement de la parentalité. Je te parlais de carence affective. Tu m'as dit aussi par rapport le fait de récompenser quelqu'un quand il fait une bonne action. Et parce que dis-moi. Parce que récompenser et valoriser, c'est... Ouais. Il y a des petites nuances, il y a une nuance quand même. Parce que récompenser, oui, c'est-à-dire que lorsque t'as un enfant, en fait, on essaye de lui faire plaisir. C'est-à-dire, on le récompense, oui, t'as eu une bonne note, tiens. On essaye de le récompenser de cette manière-là, on lui fait plaisir. Ça l'encourage. Maintenant, je pense que la meilleure des valorisations, c'est les mots. C'est bien, mon enfant, je suis fier de toi. Continue. Si tu veux, je t'aide pour que t'aies encore mieux. Tu vois, je pense que ça, c'est plus constructif. Ouais. Et ça servira plus pour le futur. Après, moi, je te dis ça, mais mes filles, moi, j'ai une fille. Hey, papa, j'ai eu 19. Tu peux m'acheter ça? Hey, papa, tu vois? Après, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué des fois. Tu vois, on a la théorie et la pratique. On a la théorie et la pratique. Moi, je sais que moi, mes enfants, nous, on les couvre de cadeaux, tu vois. Pas forcément parce qu'elles réussissent quelque chose, mais tu sais, moi, des fois, je rentre dans un magasin, je vois un sweat, comme là, sont ados, tu vois. Les trois sont... Ouais. Tu sais, donc là, c'est la période des vêtements. Moi, je rentre dans un magasin, je me dis, ah ouais, ma fille, je la vois bien avec ça, boum, je lui prends. Tu vois, mais c'est pas forcément pour... après une bonne note. Ouais, c'est pour faire plaisir. Pour faire plaisir. C'est au feeling, en fait. Ouais. Tu vois, et
Et le cadeau aussi, ça reste toujours quelque chose de sacré, tu vois, pour les enfants. Symbolique. Donc, faut pas l'enlever. Faut pas l'enlever, mais je pense que la réalité, je pense que c'est les mots qui impactent plus. Après, t'es dans une époque d'enfant roi. Hein. Ouais, bah moi j'ai trois reines à la maison. mais ce ne sont pas des enfants rois. Ouais, parce qu'il y a des rois soleil, tu vois. Ouais, non, laisse tomber ça. En plus, tu vois, tout à l'heure on parlait du projet de réussite éducative. Et bah on a beaucoup d'enfants comme ça. Parce que bah du coup ils se retrouvent dans des familles qui n'osent pas leur dire non. Au quotidien, et bah ça se répercute à l'école. C'est ça. Donc l'enfant à qui on dit jamais non, mais à qui le professeur dit non, bah, y a un déséquilibre qui se crée. Donc on a eu beaucoup de profils d'enfants rois dans le dispositif. Je vois. Ce que je te propose, en tout cas je pense qu'on a fait le tour au niveau du social. En tout cas si tu as des choses à ajouter. Ouais, comme tu veux, après on pourra revenir. Hein, y a pas... Et je te propose un petit jeu. Je vais te donner des mots, des expressions, des fois faire des petites comparaisons. Ok. Et tu vas me dire ce que ça t'inspire. Ça te va ? Parfait pour moi. Ok, alors, la valeur des gens. La valeur des gens. Mhm. Qu'est-ce que ça m'inspire pour moi, la valeur des gens ? Le comportement. Je pense que la valeur des gens se mesure à leur comportement. Ok. Tu vois, par rapport à ce que les gens font, de manière honnête, on peut dire si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Mais j'ai bien dit de manière honnête. C'est bon ? Ouais. L'amour est la puissance la plus durable du monde. Je répète ? L'amour est la puissance. La plus durable du monde. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ouais. Parce que je sais que c'est un thème qui te tient particulièrement à cœur, ce thème de l'amour. Ouais. Bah, le mariage. Parce que en théorie, lorsque tu te maries, c'est pour aller au bout. C'est vrai. Tu vois ? Donc... Après, de nos jours... ouais, mais tu vois, il y a plein de facteurs qui font que de nos jours, par exemple, le mariage, c'est quelque chose qui s'effrite. Déjà, moi, je le dis souvent, c'est la société. Tu vois, la société ne met pas en avant cette image noble du mariage. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société de consommation. Et la réalité, c'est que si tu te maries, bah, tu consommes moins. Parce que tu es un peu plus centré sur ta famille. Tu vois, les voyages, c'est un peu moins. Les sorties, c'est un peu moins. Tu vois, les dates, c'est un peu moins. Il y en a plus, il devrait pas en avoir même, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, tu consommes moins en vrai. Tu sais, si tu regardes dans les publicités ou ce qu'on nous affiche, on voit très rarement des familles. Ouais. Tu vois, là, si tu te fais une projection, on voit de moins en moins des familles. Et ça a un impact, en fait, sur l'imaginaire collectif, enfin, les yeux de leur regard. Ouais, il y a aussi ce truc de, aujourd'hui, à tort ou à raison, hein, tu vois, parce qu'après, chacun est dans sa situation. À la moindre petite dispute, vas-y, je me barre. Parce que j'ai tellement l'embarras du choix aujourd'hui. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est que je me barre. Alors qu'en réalité, tu sais, moi, je parle avec des amis et je leur dis, moi, c'est jamais un long fleuve tranquille. Ouais. Tu vois, ceux qui vous vendent... Parce qu'en plus, t'as vu sur les réseaux... T'as vu, je parlais des coach love qui sont eux-mêmes célibataires. Là. Tu vois, qui donnent des conseils, mais... Tu comprends ce que je veux dire ?
C'est pour ça qu'on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Tu vois. Il n'y a pas de science exacte pour l'amour. Chacun sa situation, chacun ses sentiments, chacun ses traumas, chacun ses attentes. Donc, c'est compliqué de dire à quelqu'un, t'as vu, je vais te donner un mode d'emploi comme si tu montais un meuble Ikea, tu vois. C'est compliqué. Mais pour revenir à ta question, oui, là, je suis d'accord avec toi. Ok. Les paroles dites au matin n'ont pas au soir le même destin. Bah parce que dans la journée, il t'arrive plein de choses. Et après, on peut le prendre sous différents angles. Ouais. C'est-à-dire que dans la journée, il t'arrive plein de choses. Donc tu peux bouger dans ta réflexion. Et des fois, tu dois bouger dans ta réflexion. Mais l'autre angle, c'est quand tu te lèves et que tu as un objectif, tu fais tout pour y arriver. Donc il y a deux angles en fait. Je le prendrais sous... Ce que tu viens de me dire là, je le prendrais sous deux angles différents. Le dialogue. Dialogue, débat, sache le débat. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je sais que c'est quelque chose qui... Le dialogue, bah, ça résout de nombreuses problématiques. Et je pense que c'est la... Tout à l'heure, tu parlais de l'amour. Comme quoi, c'était... je ne me rappelle plus exactement ce que tu disais, les termes que tu disais. La puissance la plus la durable. puissance la plus durable Du monde. Et ben, je pense que le dialogue, c'est l'arme la plus influente du monde. Pas mal. Et le débat? Le débat? Ouais. Mais c'est une récréation, le débat. Non, le débat, moi, je kiffe le débat. Tu vois, même à la maison, tout le monde pète un plomb. Il dit, mais comment tu fais pour regarder BFM, pour regarder ça, C'est toujours des débats, tu rigoles. Papa, on comprend pas. T'es là, tu rigoles, tu regardes un débat, mais tu rigoles. Bah, pour moi, c'est une récréation, le débat. Ah ouais? Parce que, tu vois, le débat, pour faire un petit parallèle avec South Park, bah, à travers le débat, tu peux travailler la citoyenneté. À travers le débat, tu peux analyser les comportements des gens. Parce que un débat, s'il est bien mené, bah, les participants du débat se livrent et sont naturels. Donc, ils ont des attitudes totalement naturelles et tu vois ce qu'ils pensent. Tout à l'heure, je parlais de mon impulsivité, bah ça, tu le vois dans un débat. Tu vois, quelqu'un qui peut pas se contenir, quelqu'un qui est susceptible. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une cour de récréation. Parce que moi, quand je participe ou je regarde un débat, j'analyse tout ce qui se passe. Les hauts, les bas, les temps forts, les temps faibles, les personnalités de chacun. Et ce qui est intéressant dans le débat, je te parlais de citoyenneté, c'est que ça permet d'apprendre de l'autre, de comprendre l'autre. Et parfois, le débat, ça te permet de bouger dans tes positions, dans tes idées. Et du coup, ça te permet d'évoluer. Donc c'est pour ça que le débat, c'est primordial. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont peur de débattre ou qui ont peur d'être dans le dialogue avec les autres, qui ne veulent pas se confronter aux autres. Tu vois, ils n'aiment pas la frustration, ils n'aiment pas la contradiction, ils veulent pas vexer l'autre, tu vois. Mais on reste dans quelque chose de lisse. Et quand t'es trop lisse, t'es faux. Donc moi, pour moi, le débat, c'est indispensable. Légitimité / crédibilité. Légitimité, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. La légitimité ou la crédibilité? Les deux, pour moi. Les deux. Le temps.
Tu vois, tu me demandes, moi, légitimité, faut du temps. Être crédible aussi, faut du temps. Ok. Bien dire fait rire, bien faire fait taire. Je répète. Bien dire, fait rire, c'est ça? Ouais, bien dire fait rire, bien faire fait taire. Ouais. Bien dire, fait rire. Je dirais subtilité. Parce que il y a certaines choses qu'il faut dire au bon moment. Tu vois, pour impacter. Tu vois, parfois, tu vois, moi j'essaye de le faire en toute modestie. Hein. Par exemple, à la récré. Je parle pas beaucoup, mais je vais toujours lancer un petit truc. Ouais, on a remarqué. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'essaye, en tout cas je travaille pour toujours impacter et que ce soit fait au moment opportun. Et bien faire fait taire. Ouais. Ouais. Parce que c'est important de faire taire les détracteurs. Parce que dans cette société, il y a beaucoup de détracteurs ou de gens qui n'ont pas forcément confiance ou ne te donnent pas de crédit. Donc on se doit de bien faire pour leur montrer qu'on est dans la bonne voie. Sur la bonne voie. Respect, considération, crainte, gradation. Comment déjà si tu devais classer respect, considération, crainte en classement? Respect en premier, tout en haut. Considération en deuxième. Crainte en dernier. Parce que pour moi, ça sert à rien d'être craint. Parce que moi, je parlais à des jeunes, même je parlais à mon petit frère. Je lui disais que je préfère être respecté. Je préfère être respecté que craint. Parce que le problème du fait que tu sois craint, celui qui te craint, vu qu'il te craint, il peut user de méthodes totalement disproportionnées pour te finir. Ou pour faire face. Tu vois? Et du coup, il te craint, mais ça peut avoir une fin tragique. Tu vois, on a beaucoup de cas comme ça, tu vois, dans nos quartiers, des mecs qui sont là, ils roulent des mécaniques, ils montent les muscles. Donc, tout le monde les craint. Mais le petit, là, qui t'a dit, va chercher des canettes, tu lui as mis des tartes derrière la tête. Quand maintenant il a mangé beaucoup de KFC et que il grandit. Parce que c'est un cycle, la vie, tu vois. Ça se passe comment? Parce qu'il te craignait. Mais quand il grandit, il te craint plus. C'est vrai. Mais la rancune, elle est tenace. Tu comprends? Alors que le respect, c'est la vie. En théorie. En théorie. Et le dernier, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ouais. Parce que un conseil, tu vas l'écouter. Ça peut rentrer, ça peut sortir. Les conséquences, c'est toujours après un acte. Donc du coup, selon l'issue de cet acte, tu vas apprendre. Donc je vois ça comme ça, moi. Bah, merci à toi. Hein. Merci pour tes réponses. T'es quand même un philosophe, toi. Hein. On cherche. Non, c'est cool. Ça change en plus, ça change des questions habituelles. Non, c'est lourd. Et tout à l'heure, tu as dit que tu as travaillé à Villepinte. Tu as grandi à Villepinte? Ouais. Elle représente quoi, la ville, pour toi? Et le département Seine-Saint-Denis en général? Une bonne question. Bah, tu vois, on va commencer par la ville. Villepinte, c'est ma ville. J'y suis arrivé, j'avais 5 ans. T'es né où? Je suis né à Montfermeil. Ah, pas loin? Ouais, pas loin. 5 ans. Franchement, je kiffais cette ville.
Oh, tu parles à l'imparfait, là. Ouais, parce qu'elle a changé. Elle a changé. Je kiffais cette ville parce que moi, avec des potes à moi à l'époque, on l'appelait le 9377. Parce que, d'une part, on est proche du 77. Et Villepinte, ça avait un côté campagne. Parce que nous, à l'époque, pour nous, le 77, c'était la campagne. Tu vois. On disait, ah, c'est la campagne là-bas, vas-y. Tu vois. Et moi, je kiffe, moi. Moi, je kiffe, en fait, tu sais, cette config. Tu vois, où t'es en banlieue, mais t'es quand même, tu sais, cet aspect campagne. Tu sais, moi, par exemple, je pourrais pas vivre dans des villes comme Aubervilliers, Bagnolet. C'est trop urbanisé pour moi. Tu vois, ce genre de ville. Paris, tu sais, quand on me dit, ouais, tu peux vivre à Paris. Non, jamais de la vie. Donc, moi, ma ville, je kiffais de fou. Mais, est-ce que tu parles à l'imparfait? Ouais, ça a changé, tu vois. Tu sais, il y a des nouvelles populations qui sont arrivées. Là, ça construit à tout va, tu vois. Là, j'étais en train de te louer les bienfaits du côté verdure. Bah, il y en a de moins en moins. Et c'est dommage, tu vois. C'est dommage. Après, tu sais, Villepinte, je sais pas. Tu sais, moi, je kiffe parce que on est une ville de banlieue, 93, mais on n'a pas cet inconvénient d'avoir des gros quartiers. On n'a pas de gros quartiers, nous, à Villepinte. Tu vois ? Donc, même si ça avait toutes les caractéristiques, tu vois, de ces villes de banlieue et ces problématiques, mais il y faisait bon vivre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, tu vois. Et après le 93, bah, t'as vu, on est un peu chauvin. Tu vois, quand t'es jeune, vu la réputation du 93, nous, on se croyait invincible, nous. Bah, je te dis. Tu vois, moi, les gens qui me connaissent bien, tu vois, qui m'ont vu dans certaines situations, tu vois, moi, j'ai fait du foot. Donc, tous ceux qui font du foot en banlieue parisienne connaissent. Ouais, mais oui. Les dimanches, quand tu vas en déplacement. On va revenir un petit peu tu vois, tu vois ce que je veux dire quand tu vas en déplacement. Et tu vois, moi, j'étais pas le dernier. Parce que Villepinte, vous avez une réputation au niveau du foot. En tout cas, vous aviez. Tu sais, moi, j'étais pas le dernier, tu vois, lorsqu'il fallait bouger. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, impulsif. Et tu vois, moi, je suis fin. Donc, tu vois, les adversaires, ils disaient, ah, vas-y, lui, on va le mettre à l'amende vite. Mais j'étais peut-être le plus relou, tu vois. Et ça, c'est dû à ce côté 9-3, tu vois. Ouais. Tu sais, cet état d'esprit, vas-y. Et nous, on a peur de personne. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est que, je te dis la vérité. Tu sais, là, bon, il y a 20 ans qui sont passés. Maintenant, on est loin de ça. Mais à 20 ans, je te jure qu'on avait peur de personne. Tu vois, nous, avec mes gars, les Vince, tu vois, vas-y, laisse tomber. Tu vois, franchement, on allait dans des villes. Mais je te dis, des villes. Tu vois, même là, tu donnes le nom des villes. Tu sais, les gens, ils vont dire, wow, là-bas, nous, on s'en foutait, nous. Donne un nom. Ouais, tu sais, on partout, en vrai. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, j'ai même pas de nom à donner. C'est que, t'as vu, nous. En gros, vous y allez, quoi. Nous, il y avait pas de. Tu vois, en plus, il y a ces trucs-là. Ouais, vous allez voir en match retour. Mais nous, on vient en match retour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un état d'esprit. Non, mais de toute façon, là, tu parles de Villepinte, mais effectivement, je sais pas si tu avais déjà vu cette émission. Je crois que le joueur s'appelle Bilong. Il est passé dans une émission qui s'appelait Le Vestiaire. Ok. Il parlait, parce que lui venait de Mantes, il expliquait qu'un jour, il y a eu un déplacement à Villepinte. Il a dit c'était tu sais, dans les tribunes, ça parle tout, ça vanne, tu vois. Ouais, c'est les mecs de Mantes et tout. Ça vanne de ouf. Et les gars disaient, ouais, toi, tu vas voir. Et il y en a un qui, je crois, a eu le malheur de répondre. Et après, à la fin, ils disaient qu'ils ont couru dans la ville en crampons, tu vois. Ils sont allés se réfugier. Ouais, il y en a eu plein. Mais c'est paradoxal, parce que comme je t'ai dit, t'as vu, nous, on n'a pas de gros quartier. Mais on a une mentalité particulière. Tu vois, nous, on est un peu le village d'Astérix à Villepinte. Ouais. Pourquoi ? Parce que t'as vu, autour de nous, il y a des vraies villes autour de nous, tu vois. Aulnay, Sevran, tu vois. Tremblay aussi, qui a des gros quartiers, tu vois. On fermait pas très loin. Tu vois, donc nous, avec notre petite ville, pour survivre, t'étais obligé d'avoir une mentalité de gang, de gangsta, tu vois. Bah oui, non, mais c'est une réalité, tu vois. C'est une réalité parce que autour de nous, t'avais des vraies villes. Tu vois, et je passe le bonjour à tous mes frérots des villes limitrophes.
c'était des vraies villes. Tu vois, comparé à nous. Et c'est une réalité. Mais je pense que nous, on était le petit village d'Astérix. Tu vois. Et après, c'est pas une fierté ou quoi que ce soit, mais c'est des faits. Mais tu vois, vraiment, tu vois, et je passe un big up à tous les habitants de Villepinte, tous les frangins, toutes les sœurs, c'est que il y a une mentalité particulière. Vraiment. Tu vois, dans le 93, tu sais, et en plus, tu sais, les médias, ils nous ont gonflés. Tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est le 93. Donc, quand t'es jeune, bah, t'endosses ce costume et tu le portes fièrement. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça signifie le 93 ? Bah, pour moi, c'est ça, tu vois. Ça m'a donné ma mentalité, mon état d'esprit. Tu vois. Et tu parlais de foot, tu jouais quel poste ? Ah, moi, frérot, j'étais un 6 à l'ancienne. Hein. Ah ouais ? Ah, je cisaillais. ouais, parce que j'étais très endurant. Ok. Tu vois, même quand on faisait les tests, les tests avec le bip, tout ça, tu vois, moi, 15-15. Ouais, tu sais, moi, j'étais toujours dans les premiers. Tu vois, même, je le faisais même avec des plus âgés, j'étais dans les premiers. J'ai toujours été bon en endurance. Et ça va, j'étais technique quand même. Tu vois, techniquement, j'étais à l'aise et j'étais très hargneux. Malgré mon physique frêle, j'étais très hargneux. Donc j'ai 6 et il y a eu des moments où on m'a fait descendre en arrière centrale. Parce que comme j'étais technique, j'étais quand même serein, tu vois, avec le ballon. Donc on m'a fait reculer. En plus, à Villepinte, il y a des bons joueurs qui sont passés à Villepinte. Ouais. Bah, on a Fabrice, Pancrate. On a Alou Diarra. Serge Aurier. Ouais. Après, lui, il est vraiment vachement plus jeune. Donc lui, j'ai eu des échos. Parce qu'après, je suis venu entraîner. Et je crois que c'est l'année où lui, il partait avec son frère. Mais eux, c'était un gros bordel, les deux, là. Tu sais, moi, quand j'entendais parler de lui et son frère, on me disait, vas-y, à eux deux, ils gagnaient les matchs, tu vois. Paix à son âme. Paix à son âme. Tu sais, les deux, ils gagnaient les matchs à deux, tu vois. On me disait, eux, c'était un truc de fou. Non, Villepinte, il y a eu des... Ouais, c'est... Après, tu parlais d'être hargneux, etc. Mais c'est vrai que le 93 dans le foot, on sait qu'il y a de l'impact, tu vois. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Ouais, de toute façon... C'est connu, tu vois. De toute façon, le vivier... c'est le meilleur vivier d'Île-de-France, de France même, je pense. Tu vois. Ouais, parce que, tu vois... dans le 93, même tu joues contre une D2. On dirait que t'es en Ligue des Champions, c'est chaud. Et t'as des super joueurs. C'est vrai. T'as des super joueurs, super techniques. Vu que nous, on est plein, tu vois, tu joues au quartier, vous êtes plein. Bah, t'es obligé d'être habile avec le ballon, t'es obligé d'être hargneux, t'es obligé, donc tu développes des facultés, tu vois, plus que la moyenne. C'est vrai. Je pense. En tout cas. C'est vrai. Et là, je vais passer du coq à l'âne, mais avec le fait de faire du social, etc., est-ce que tu envisagerais de sauter le pas pour faire de la politique ? Non, je pense pas. Pourquoi ? Je pense pas. Ouais, non, parce que c'est un monde de pourris. Non, c'est un monde de pourris. Tu vois ? Tu peux... comment dire ? Tu peux collaborer. Parce que tout ce qu'on fait est en réalité politique. C'est-à-dire que, tu vois, on a des prises de position, elles sont politiques en réalité. Tu vois, moi, des fois, tu vois, par exemple, quand je suis à la récré et je dis que l'industrie, c'est une plantation, c'est politique quand je dis ça en réalité. Tu vois ? Même si j'en fais pas. Ouais, t'es pas un professionnel de la politique. De la politique, ouais. Tu vois. Mais devenir professionnel de la politique, non, même pas. Franchement. Mais tu bosses avec des politiques, non ? Il me semble que tu bosses par exemple avec le maire de Villetaneuse. Ouais, oui. C'est pour ça que je te parle de collaborer. Moi, je collabore. Tu vois, je collabore avec des politiques parce qu'on travaille avec des institutions, on travaille avec des ministères, tu vois. Donc, je collabore. Mais devenir, moi, un professionnel de la politique, moi, être élu par mes concitoyens, non. Tu vois, franchement, que voilà. Donc, oui, on travaille avec des politiques. Après, nous qui avons été à l'intérieur pendant 25 ans, on connaît leur code. On connaît leur magouille. On connaît leurs vices. On connaît leurs bonnes paroles, leurs belles paroles.
Mais on sait détecter quand les gens sont sincères aussi. Barbeux, on sait que t'es d'origine du Congo, Brazzaville. Yes. Quel est ton rapport avec le pays? Quel est ton rapport avec le continent? Et dis-moi tout. Et bah pour dire vrai, c'est mon plus gros regret. Je m'explique. Ouais. C'est-à-dire que moi, en plus nous les Congo-Brazza, j'en parlais avec mon frère Jekyll, c'est que nous, en plus notre génération, on a l'impression que nous on a voulu nous couper du bled. De la langue surtout. Tu parles pas? Parce que je parle pas. C'est-à-dire que quand j'étais chez moi, avec ma mère et mon beau-père, je comprenais. Parce que du coup, eux ils parlaient, je les entendais au téléphone, donc... Parle en quelle langue? En lingala, ouais, tu vois. Donc, ouais, je comprenais. Tu vois, t'es là, ok, tu fais des associations, les mots, Mais au fil du temps, bah, c'est un peu parti, tu vois. Même s'il y a certaines choses que je peux comprendre. Et, quand j'ai eu mes filles, j'ai ma mère qui leur a parlé très tôt. Donc, du coup, elles parlent. C'est-à-dire qu'elles peuvent se poser et comprendre, tu vois. Parler, elles vont peut-être pas parler, tu vois, mais elles comprennent. Parce que quand ma mère les gardait, du coup, elle faisait exprès, tu vois, de leur parler. Et ça, j'ai pas compris. J'ai dit, mais moi, tu me faisais pas ça, moi. Mais à mes enfants, tu le fais. Tu vois, bon, c'est comme ça, je dis ça comme ça. Mais c'est un regret. C'est un gros regret. Tu vois, quand je vois des jeunes, tu vois, des petits jeunes qui sont là, qui parlent. En plus, nos langues, elles sont merveilleuses à l'écoute, tu vois. Et j'ai un regret de fou, moi. Après le bled... Tu as déjà été? Petit. Parce qu'à chaque fois que je veux y aller, déjà, Air France nous allume déjà dans un premier temps. Ils nous allument comme pas possible, tu vois. Moi, je vois ma femme aller Galsen et vas-y, on dirait que tu vas à Bordeaux pour aller au Sénégal. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais c'est dérisoire les tarifs. Alors que nous, tu dois te préparer 10 ans à l'avance avant de partir parce que tu sais que tu as ton billet. Mais ça fait longtemps que t'es pas parti. Ouais. Donc après, tu connais, tu dois ramener. En plus, on a des grandes familles. Donc, adulte, j'y suis pas parti encore. Parce qu'à chaque fois que je veux y aller, parce que nous, on veut y aller, tu vois, en famille. Mais ma mère, elle me dit souvent, attention, là, il y a des troubles. Non, vas-y, n'y va pas. Donc, c'est vrai que on m'a souvent déconseillé. Et après, malheureusement, quand je pouvais, bah, j'avais pas les moyens d'y aller. Mais oui, bien entendu que... ça a une place essentielle parce que c'est moi. En plus, moi, je suis d'une famille. Tu sais, dans ma famille, moi, mon grand-père, c'était Boniface Massengo. Tu vois, c'est un illustre footballeur. Ok. Il a aussi été directeur technique, il a eu la médaille olympique, il a été plein, tu vois, quand il est décédé, et je devais y aller. Après, j'y suis pas allé parce que je sais plus pourquoi, mais c'était en quelle année? Lui, c'est quoi, lui, dans les années 2000, hein. Exactement, je me souviens plus. Mais t'as vu, je me suis pris une baffe parce que j'ai vu ses obsèques à la télé. C'est-à-dire que cortège, les voitures, les policiers, qui escortaient, tu vois, le corps et tout. Ça passe à la télé, tout ça. Je t'enverrai le lien. Et c'est là que je me suis dit, wow. Je suis petit-fils de quelqu'un, moi. Même si je le savais, hein, tu vois, parce que quand de son vivant, tu vois, je le vois dans des livres. À l'époque où on lui décerne, je crois, sa médaille olympique, il est chez moi. Je crois qu'il vivait chez moi. Donc quand il va à Monaco avec ma grand-mère, tu vois, on est là, tu sais, dans les préparatifs et tout, tu vois. Tu vois, moi, je voyais mon grand-père quand on se promenait et qu'il y a des Congos qui le croisaient, c'était un truc de fou, tu vois. Tu sais, mon grand-père, c'est comme si tu parles en France de Juste Fontaine, par exemple. Tu vois, l'un des plus gros clubs du Congo, c'est lui, tu sais, il a l'initiative, tu sais, c'est un truc de fou. Donc, tu vois, moi, je suis vraiment rattaché de fou au bled, tu vois. Là, il te manque juste le fait d'y aller. Il me manque le fait d'y aller, mais je vais y aller, j'ai envie de construire des choses là-bas.
j'ai un petit cousin, tu vois, bon, un petit frère, tu vois, chez nous, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de frère, tu vois, mon petit frère, qui, lui, est footeux aussi, professionnel aujourd'hui. Ça s'appelle Et Annoa Masengo. Il joue à Burnley. Aujourd'hui, Burnley, il est passé par Monaco. Mhm. Il était rentré en Ligue des Champions. C'était Thierry Henry qui l'avait fait rentrer, tu vois. Et c'est vrai qu'avec lui, souvent, on parle de ça, tu vois. Pourtant, il est jeune, hein, tu sais, il a que 22 ans. Mais on sait qu'on a un lourd héritage à porter. Ouais, avec un nom comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En plus, lui, c'est encore pire que nous. Parce que nous, on a tous échoué. Tu vois ce que on a tous échoué, tu vois. Que ce soit son daron à lui ou moi. On a tous échoué, mais tu sais, on a dans un coin de nos têtes, tous, que ce soit lui, que ce soit son père, que ce soit moi, tu sais, de rendre hommage à notre grand-père, tu vois. Illustre grand-père, ouais. Ouais, tu vois, au pays, de faire une académie, ou, tu vois, d'aider le pays. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tu vois, et moi, je suis sûr et certain de construire une maison là-bas aussi. Tu vois, parce que mes enfants, elles sont moitié congolaises et sénégalaises. Elle te le réclame des fois d'aller au... Bien sûr. Elle kiffe l'avion, elle. Elle kiffe la semoule aussi, tu vois. Donc, attends. Tu vois, elle veut le... Ouais. Mais elles sont allées au Sénégal? Non plus. Ok. Mais on va y aller bientôt. Ok. On va y aller bientôt, tu vois. Et en plus, c'est marrant parce que, tu sais, dans les trois, il y en a qui se revendiquent plus d'un côté que de l'autre. Il y en a une qui dit, moi, je suis le Congo. Après, L'autre, c'est le métissage, hein. tu vois, mais c'est drôle. Ouais. Même si, bien entendu, qu'elles embrassent les deux cultures, hein. Mais tu sais, Ouais. tu sais, il y en a une, elle, c'est une Congose, tu vois. Non, l'Afrique, c'est... Ouais, au niveau des voyages, quel voyage t'as pu faire, toi? Bah, tu vois, moi, j'ai voyagé très tard. Parce que j'avais peur de l'avion. Ok. Petite anecdote pour l'avion. Je travaille dans l'animation. Je dois emmener des jeunes vers Nice. Et il y a plusieurs convois. Il y en a qui partent en train. T'as fait une Denise Bergkamp. Attends, il y en a qui partent en train. Il y en a qui partent en avion. Maintenant, moi, je fais tout pour partir en train. Mais l'organisme se trompe et prend un billet d'avion. Mais j'avais pas pris. Tu sais, moi, j'ai vraiment peur de l'avion. Tétanisé, tu vois, à la... comment il s'appelle déjà dans l'agence touriste, Barracuda. Ils sont obligés d'endormir pour qu'ils prennent l'avion. Moi, c'est totalement ça, tu vois. Mais je me dis, vas-y, tu sais quoi, je suis un bonhomme. D'ailleurs, tu parlais de ton truc du 9-3. Tu vois. Je suis un bonhomme. Comment, tu vois, on va emmener des jeunes, on y va. Je monte dans l'avion. Mais j'avais pas pris l'avion, tu vois, parce que l'avion, je l'avais pris, j'étais très jeune. Et je le reprends à ce moment-là. Et je me pose dans l'avion. Donc, tu vois, moi, j'ai pas les réflexes. Je connais pas. Je suis là, tout, l'avion, il va décoller. Je me rappelle, on avait des petits, hein, tu sais. Et il y a un petit, il me regarde, il me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Il avait 6 ans. C'est un truc de fou, tu vois. Donc là, j'ai repris l'avion. Et après, ayant des enfants, à chaque fois, on allait dans le sud en vacances, tu vois. Et je voyais que, tu vois, en plus, comme j'ai plusieurs enfants, tu sais, ça coûte cher. Tu sais, le voyage, les vacances. Et on se rendait compte que partir à l'étranger, c'était équivalent, voire moins cher. Et je me suis dit, tu sais quoi, même si t'as peur, t'es obligé de le prendre pour pas bloquer ta famille. Donc je l'ai pris. On est parti en Turquie. Tu vois, donc j'ai fait la Turquie 2 fois ou 3 fois, je sais plus. Et après, là, dernièrement, c'est l'Égypte que j'ai fait. Et ouais, donc là, maintenant, tranquille, tu vois. Franchement, après, j'ai fait l'avion pour aller voir le petit frère à Monaco. Tu prends l'avion le samedi, tu reviens le dimanche, tu vois. Après, vas-y, c'est cool maintenant. Ok, donc bientôt voyage en Afrique. Ouais, c'est obligé, Tu vois, là, j'ai 2-3 petits impératifs, là, qui font que je sais que cette année, j'irai pas. Mais je pense que l'hiver prochain, ouais, obligatoire. On te le souhaite en tout cas. Maintenant, on va parler médias.